Ben marchait d'un bon pas dans la large rue Archipoff, baignée de soleil. Cela faisait longtemps qu'il était dans cette ville, presque 3 ans. Ben n'avait jamais séjourné aussi longtemps nulle part auparavant. Mais ici, il se sentait particulièrement à l'aise et au chaud. Cette atmosphère lui plaisait, les maisons, les places, les parcs, la grande digue, les rues et même les gens, tout semblait agréable, lumineux, presque naturel. Ben considérait cet endroit comme sa maison, même s'il ne connaissait pas sa véritable maison, mais il ne perdait pas espoir qu'un jour il pourrait la découvrir. Ben était un homme sans passé. Il ne se souvenait de rien de sa vie jusqu'à un certain moment. Il y a une dizaine d'années, il s'est soudain retrouvé au bord d'une rivière, trempé et gelé. Il avait mal à la tête et tournait mal. C'est une sorte de brouillard, se dit-il en cherchant à tâtons une énorme bosse saignante à l'arrière du crâne et en s'asseyant sur le sable humide. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis déjà tout mouillé et boueux de toute façon, ça ne peut pas être pire. Ses jambes tenaient à peine, il tremblait, la sueur couvrait son visage. Ben essaya de se rappeler ce qui lui était arrivé, comment il était arrivé ici, qui il était en général. Il avait l'impression d'avoir récemment survécu à une menace mortelle et d'avoir survécu, quelque chose comme un soulagement l'envahissait malgré l'horreur de la situation. Étrangement, il ne se souvenait de rien d'autre de lui que du nom de Ben, et ce sans certitude totale. Au moins, c'est quelque chose, décida-t-il. Laissez-moi être Ben, puisque rien d'autre ne me vient à l'esprit. L'homme regarde autour de lui. Une plage déserte. C'est le petit matin, l'aube naissante. On aperçoit la ville au loin. Je pense que nous devrions y aller. Peut-être que les maisons et les rues familières nous rappelleront des souvenirs? Oh, et les gens nous aideront, pensa-t-il. Il se leva péniblement, attendit que le vertige passe, et sur des jambes instables, Ben se dirigea vers la ville. Mais après une centaine de mètres, il s'arrêta comme s'il avait été pris au dépourvu. Le sentiment de danger revient instantanément. Son cœur bat frénétiquement. Ben transpire à grosses gouttes dans le dos. Dois-je aller en ville? Et s'il m'arrivait encore quelque chose de grave? Se demande-t-il. Apparemment, il avait été battu, mais il ne se souvenait plus par qui et pourquoi. L'homme ne pouvait que se fier à son intuition, qui lui disait de se cacher, de se tapir, de disparaître dans l'inconnu. Après avoir pesé le pour et le contre, Ben prend la direction opposée à la grande ville. Il longea une plage déserte, traversa un terrain vague et déboucha sur une route de campagne tranquille. D'un côté du chemin, il y avait une plantation d'arbres denses et de l'autre, un champ d'herbe haute. Au cas où une voiture s'approcherait, Victor pourrait rapidement se cacher, car les battements désagréables de son cœur et la froideur de son estomac étaient des signes avant-coureurs de la peur, une peur très forte, peut-être même pour la vie. L'intuition avait fait défaut à Ben à ce moment-là, mais il l'avait appris plus tard, bien plus tard. Cela valait la peine qu'il se rende dans cette grande ville, car on le cherchait déjà. Ils avaient affiché des avis dans les rues des villes voisines, organisé des équipes de recherche composées de policiers et de volontaires. Mais Ben ne le savait pas. Il décide donc de se cacher, d'attendre que la mémoire lui revienne et de décider ensuite de la marche à suivre. Épuisé, il erra le long de la route toute la journée jusqu'au soir, sans faim mais assoiffé. De temps en temps, il rencontra des lacs et s'en abreuva. Son esprit était rempli de pensées anxieuses et de nombreuses questions sans réponse. Finalement, épuisé et incapable de se souvenir d'autre chose que de son nom, Ben s'arrêta pour la nuit dans un bosquet de bouleaux, où l'on pouvait apercevoir la silhouette d'une autre grande ville à l'horizon. Ben contemple la mégapole, scintillante des lumières multicolores des clignotants. C'est là que je me rendrai demain matin, décida-t-il. L'homme s'était suffisamment éloigné de l'endroit qui lui semblait dangereux, et là, en ville, il pourrait aller voir la police. Là, il trouverait une solution à cette situation difficile. On était en juillet, les nuits étaient chaudes et courtes, Ben ne craignait donc pas de geler. Les moustiques et les moucherons étaient les seules choses gênantes, mais elles étaient tolérables. Il passa la nuit sur un lit d'herbe improvisé. Il dormit d'un sommeil agité, se réveillant plusieurs fois à cause de bruits dérangeants, mais à chaque fois, il se rendait compte qu'il s'agissait soit d'un grand oiseau qui passait, soit d'une voiture qui passait au loin. Ce n'est pas grave. J'aime bien dormir comme ça,
à la belle étoile, avec le chant des grillons et la brise fraîche, se dit Ben. J'ai l'impression que tout cela date d'il y a longtemps. Ou bien est-ce le cas? C'est difficile de s'y retrouver maintenant. Le lendemain matin, après s'être mis en route pour la ville qui lui avait semblé si proche dans la soirée, Ben ne l'atteignit qu'en milieu d'après-midi. À ce moment-là, la faim lui donne des frissons. Il ne se souvenait plus depuis combien de temps il n'avait pas mangé, 24 heures au moins. Il avait mangé des bailles et du plantain sur le chemin de la ville, mais c'était un trop mauvais substitut à de la vraie nourriture. Enfin, les premiers bâtiments humains apparurent devant lui, la périphérie de la ville, pas le quartier le plus prospère avec ses trottoirs poussiéreux et cassés et ses vieilles baraques en bois. Qui vas-tu être? L'un des 3 hommes aux vêtements sales qui s'approchèrent de Ben lui demanda sévèrement. C'est notre territoire ici. Allez nourrir les clochards ailleurs. Les clochards, Ben se demandait seulement maintenant à quoi ils devaient ressembler de l'extérieur, aussi sales et en haillons que ces hommes. Et en fait, il était dans une situation encore plus désespérée qu'eux, car l'homme ne savait même pas qui il était. « Pourquoi c'est toi qui es si étrange ?» demanda plus gentiment le second étranger. « Quelqu'un t'a battu ou quelque chose comme ça ?» Et Ben raconta à ces hommes tout ce qu'il savait sur lui-même. Ben ne manqua pas l'occasion de mentionner l'étrange inquiétude qui l'avait accompagné tout au long du chemin, mais qui l'avait laissé partir ici, loin de la plage où tout avait commencé. Il est agréablement surpris de pouvoir parler à quelqu'un, et les sans-abri se révèlent être des auditeurs attentifs et amicaux. Il n'y a même pas à réfléchir. Tu es l'un des nôtres, l'un des intouchables, a déclaré le premier des sans-abri, qui lui avait d'abord parlé avec méchanceté. Vêtements en lambeaux, pas de cheveux ni de barbe, tout va bien. Tu as probablement été tabassé par les flics ou pris en flagrant délit de vol à l'étalage dans un magasin, frappé à la tête jusqu'à ce que tu perdes la mémoire et jeté loin sur la plage. Si tu n'avais pas survécu, ils auraient eu de gros ennuis. Bien que Ben doute de cette version, il espère en son fort intérieur que tout ira pour le mieux. Je vais au poste de police. Peut-être qu'ils me cherchent? Suggère Ben. Ses nouvelles connaissances ont jeté un coup d'œil, l'un d'eux a même sifflé, signe qu'il pensait que le plan de Ben était une mauvaise idée. Il vaut mieux ne pas le faire, ne le faites pas, dit le troisième en secouant la tête. Nos flics feraient mieux d'être complètement hors de vue. Ils prétendent aider les sans-abri, leur donner de la nourriture, un abri et une chance de gagner de l'argent, mais c'est en fait de l'esclavage. Un type s'est échappé de là et nous a raconté les horreurs qui s'y passent. Les sans-abri meurent de surmenage, et qui va les chercher? Nous sommes tous considérés comme des chiens errants. Il y a beaucoup d'argent qui circule, ajoute la deuxième personne interrogée. La police est dans le coup, elle nous utilise comme main-d'œuvre gratuite. Ils nous attrapent dans les rues et nous devons nous cacher dans les banlieues ou même aller dans les bois quand les raids commencent. Très angoissé par ce qu'il venait d'entendre, Ben s'est rendu compte que le monde dans lequel il était revenu montrait ses dures réalités. Il devait prendre une décision difficile sur ce qu'il allait faire ensuite, sur la personne que son destin allait contacter cette fois-ci. Ouais, tu dis la police, commente ironiquement l'un des sans-abri en écoutant le raisonnement de Ben pour aller au poste de police. Ils te traiteront comme un membre de la famille et t'enverront à l'asile aujourd'hui. Et ils savent comment ils sortent de là, seulement au cimetière. Les paroles de ces nouvelles connaissances constituent un sérieux avertissement et Ben les remercie pour la vérité. Il est confronté à un choix difficile et ne sait pas quoi faire. Devrions-nous nous rendre dans une autre ville? Se demanda-t-il, mais il semblait ne plus avoir de force et son estomac se tordait de faim. Vous avez faim? Demanda l'un des vagabonds avec perspicacité, voyant l'état de Ben. Venez chez nous. Installé depuis peu dans une vieille maison abandonnée, nous vous nourrirons. Sur le chemin de cet abri, Ben apprit les noms de ses nouveaux amis, ou plutôt leurs surnoms, Nick, Kettle et Lincoln. Le groupe atteignit bientôt un endroit où une vieille maison en bois se cachait entre les fourrés que l'on pouvait facilement manquer, dissimulée derrière les hautes herbes. Plus c'est épais, mieux c'est, explique Nick. C'est plus tranquille comme ça. Lincoln fit remarquer avec indifférence que les habitants avaient de toute façon remarqué leur présence et qu'ils risquaient de dénoncer les flics. C'est toujours comme ça. Nous devrons bientôt trouver un nouvel endroit, soupire-t-il. Mais Kettle était attaché à l'endroit,
qui lui rappelait une cabane à la campagne, malgré la vie austère dont il se souvenait. Finalement, Ben trouva du réconfort dans le petit repas copieux que lui offrirent ses nouveaux amis, une demi-miche de pain noir, du thé dilué et de la confiture tirée du fond d'un pot de 3 litres. Tout cela lui semble indiciblement délicieux. Peut-être que c'est le cas ? Lui vint à l'esprit alors qu'il se surprenait à penser qu'il se sentait tout naturellement en marge de la société dans cette compagnie. Peut-être que ces gens étaient vraiment plus proches de lui qu'il ne l'aurait imaginé. Vous devez vous écarter du chemin. Voilà ce qu'il faut faire, décrète Lincoln. Installez-vous où vous voulez, ancrez-vous avec nous pour l'instant. Tu n'as nulle part où aller de toute façon, pauvre bâtard. Tu nous remercieras aussi. Tu seras bon pour ça. 4, c'est mieux que 3. Plus d'argent, plus de sécurité. Et tu es un dur à cuire. C'était la première fois que Ben se penchait vraiment sur sa condition physique. Les muscles de sa poitrine ressortent, les biceps et les avant-bras de ses bras. Étonnamment, il connaissait ces termes, même s'il ne se souvenait plus d'où ils venaient. Lincoln sourit, « Regarde-toi, on dirait que tu as traversé beaucoup d'épreuves dans ta vie. Tu as dû survivre et travailler dur. Tant pis pour la salle de sport sans abonnement. Très bien, allez, dormez, reposez-vous, a ajouté Kettle, et nous allons battre les gains. » Ben s'installa sur le lit affaissé sans matelas et sombra rapidement dans un profond sommeil. Lorsqu'il se réveilla, il ressentit une poussée d'énergie et de clarté dans sa tête, bien que les souvenirs de sa vie passée ne lui revinssent pas. C'est étrange, je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé avant cette plage, se dit-il. Tout ce qui restait, c'était un sentiment de danger, de mort et de salut miraculeux, malgré l'absence presque totale de chance. Mais chaque pas sur le chemin de cette ville est fermement gravé dans ma mémoire. Peu de temps après, Nick, Lincoln et Kettle, ses nouveaux compagnons, reviennent. Voilà, Ben, tu es presque aussi bon que le tien, et nous avons aussi une bonne prise, lui dirent-ils avec les quelques trouvailles qu'ils avaient réussi à obtenir. Les sans-abri vivaient d'expédients, se débrouillaient comme ils pouvaient, mais évitaient catégoriquement de voler. Cela pouvait leur coûter leur tranquillité d'esprit, voire leur vie. Si on se fait prendre, la police va s'exercer sur nous, et les habitants peuvent se mettre à nous chasser, comme vous, par exemple, explique-t-il. C'est ainsi que la vie de ces personnes, qui sont ensemble depuis de nombreuses années, a survécu grâce à un travail simple. Elles ont tendu des filets dans les rivières locales, pêché des écrevisses et des petits poissons, aidé sur les sites dans les dachas, effectué divers travaux que les clients leur ont confiés malgré leur absence de domicile. Récompensés pour leur travail par de l'argent ou de la nourriture, le trio de sans-abri était satisfait des deux options. Ils ont accueilli l'été avec joie, car ils pouvaient passer la nuit où ils voulaient et comme ils voulaient. Mais en hiver, tout a changé, ils ont dû trouver de la chaleur en ville, ce qui leur a valu des problèmes avec la police et d'autres vagabonds, et beaucoup moins de possibilités de gagner de l'argent. Tout le monde ne survit pas à l'hiver, seuls les plus forts et les plus chanceux, explique Nick, comme pour résumer la dure réalité de leur existence. Il évoque également la maladie et la mort de son cousin Adam, que le sort des sans-abri a privé des soins médicaux les plus élémentaires. Lorsque Nick interroge Ben sur ses projets, ce dernier n'hésite pas à dire qu'il restera avec eux. C'est ainsi qu'après un été passé dans la maison abandonnée, ce qu'il redoutait se produisit. Un matin, alors qu'ils rentraient d'une partie de pêche fructueuse, ils rencontrèrent une voiture de police. Stop! L'ordre se fiche dans l'air, tandis que les trois amis, occupés à pêcher, ne remarquent pas les forces de l'ordre qui s'approchent. Dans un tel moment, chaque pas, chaque action aurait pu être cruciale pour Ben et ses compagnons. Les sans-abri savent que toute rencontre avec la police peut facilement se solder par des ennuis, voire pire. Les mots des agents de police, prononcés brusquement et de manière inattendue, ont figé Ben et ses amis sur place. Ils n'avaient pas encore tourné le coin de la caserne qui cachait leur cachette. À bonne distance, ils voient les policiers se diriger vers leur maison temporaire. Quelqu'un d'ici a vendu la mèche, déclara Nick avec colère, les poings serrés par le ressentiment. Tout le monde se demandait qui avait décidé de révéler leur cachette. Il était impossible de faire demi-tour et de retourner à la maison abandonnée, alors les dernières semaines de l'été, les amis les passèrent dans les bois. Ce n'était pas une mauvaise solution, calme et nourriture suffisante grâce à la pêche et à des emplois à temps partiel chez des propriétaires de datcha locales.
Mais les conditions météorologiques se sont rapidement dégradées, il a fait plus froid et il a commencé à pleuvoir. La tente qui avait été montée n'était plus à l'abri des intempéries. Nick décide alors de retourner en ville, car l'abri dans la forêt n'est plus fiable. La ville s'avère être un endroit beaucoup moins confortable que la périphérie, sale, bruyante, poussiéreuse, avec des conduits de chauffage sombres peuplés de rats et d'insectes. Mais il y avait des amis en ville qui partageaient leurs expériences de survie dans de telles conditions. Ben, lui, comme s'il se souvenait de quelque chose de sa vie passée, rôdait habilement dans les poubelles à la recherche de nourriture et semblait savoir où trouver le plus de choses. Non seulement il a trouvé un moyen de survivre, mais il a aussi essayé de rester propre, utilisant la neige, l'eau de pluie et même les fontaines pour sa toilette quotidienne. Malgré les conditions, Ben trouve le moyen de s'occuper de son hygiène, ce qui est inhabituel pour un sans-abri. Néanmoins, son premier hiver en ville s'est avéré difficile. Bien que son instinct lui dise qu'il a toujours vécu dans la rue, les conditions difficiles de l'hiver ne lui sont pas du tout familières. Cela soulève des questions sur un passé dont Ben ne se souvient pas, mais les difficultés de la ville enneigée lui ont appris une chose, il est toujours plus facile de survivre ensemble. Ou n'est-ce pas encore le cas? Comment le savoir maintenant? Il ne peut pas aller à la police, il le prendrait pour un vagabond, ce qu'il est en réalité. Et avec les sans-abri, les autorités ont une courte conversation, c'est de la main-d'œuvre gratuite, des âmes humaines non comptabilisées, faites-en ce que vous voulez. C'est effrayant. Comme Nick l'avait prévenu, tout le monde n'a pas survécu à l'hiver. En février, Kettle tombe gravement malade. Ses amis le soignent du mieux qu'ils peuvent, ils lui font boire de l'eau chaude et le nourrissent avec diligence. Mais l'homme tousse, brûle d'une forte fièvre, puis revient à lui. Ne le frappez pas, répétait-il à sa grand-mère du village, lui demandant de s'occuper de Kettle, jurant qu'il n'était coupable de rien. C'est alors que Ben, pour la première et unique fois, décida de voler. Puis il se reproche son geste, d'autant plus qu'il n'a servi à rien. Mais à ce moment-là, il a le sentiment de faire ce qu'il faut. Au début, Ben s'est contenté de demander l'aumône devant le supermarché. Mais comme Nick l'avait prévenu, les gens comme lui étaient réticents à donner. Il est trop grand pour travailler, grommelaient les vieilles dames. Victor, il serait heureux de travailler, mais qui le prendrait sans permis de séjour, sans papier? Qui a besoin de lui? C'est un été libre. Les fermes privées ont toujours besoin de mains libres. Et maintenant? Victor se désespère. Kettle ne pouvait pas attendre, il avait besoin de médicaments immédiatement. Ben savait même quel type d'antibiotiques. D'où tenait-il ce savoir? Apparemment, avant de se retrouver dans la rue, il avait vécu dans des conditions normales. Il y a bien longtemps. Quoi qu'il en soit, Ben a sorti son portefeuille de la poche d'un type distrait qui marchait dans la rue en regardant son téléphone, inconscient de tout ce qui l'entourait. Le portefeuille est pratiquement tombé de la poche arrière de son Jean. Ben n'eut qu'à tendre la main, et l'homme s'exécuta, se maudissant de ses derniers mots. Mais un ami a besoin de médicaments et il est en train de mourir, mais personne ne croit ses paroles. Les passants sont persuadés que le sans-abri réclame une bouteille. Il n'y avait pas beaucoup d'argent dans son portefeuille, mais c'était suffisant pour les médicaments. Et même du pain et des saucisses bon marché pour Kettle. Au début, les pilules semblent aider, tout le monde croit déjà à une issue heureuse. Mais au bout de quelques jours, la maladie fait des ravages. Nick a trouvé le corps essoufflé de son ami le soir, à son retour de la pêche. Ils l'ont enterré dans un terrain vague à l'extérieur de la ville. L'excavation a été difficile, mais les deux amis ont réussi à creuser. Tous les trois étaient silencieux. Ils n'échangeaient que de temps en temps de courtes phrases, et encore, uniquement pour des raisons professionnelles. De retour sur le conduit de chauffage, Nick raconte l'histoire de Kettle. Le garçon était né dans une famille dysfonctionnelle, des parents alcooliques, de nombreux enfants et une bouche en trop. Le plus jeune petit-fils était souvent emmené chez sa grand-mère, la mère du père de Kettle. Kettle, bien sûr, avait alors un vrai nom, Karl. La grand-mère s'intéressait à la religion, et ce d'une manière très étrange. Dans tout ce que le garçon faisait ou disait, elle voyait des signes indiquant qu'il était possédé par des esprits maléfiques. La vieille femme a essayé de chasser le pouvoir maléfique de son petit-fils, et les voisins fanatiques l'ont aidé dans cette entreprise.
Le garçon a été battu, affamé, gardé 24 heures sur 24 dans une cave obscure, et tout cela soi-disant pour son bien. Il n'est pas allé à l'école pour ne pas être exposé à l'influence corruptrice des jeunes. Et maintenant, c'est triste, dit Nick en baissant la tête. J'ai tout fait. Nous finissons tous comme ça, tôt ou tard. Soit la maladie nous tue, soit quelqu'un nous tue. C'était la première fois que Ben pensait non pas à son passé, mais à son avenir. Pourrait-il connaître le même sort? Probablement, car il n'a pas de papier. Quand on n'a pas de papier, on a besoin de personne, on ne vous embauche pas, on ne vous admet pas à l'hôpital. On survit comme on peut. L'hiver est passé, l'été est arrivé, et c'est devenu beaucoup plus facile. Le trio se rapproche à nouveau de la périphérie de la ville et s'installe dans une maison abandonnée, non loin des parcelles de la datcha. Ben était déjà habitué à cette vie, errance, travail occasionnel, danger permanent. Il s'est rendu compte d'une chose, on peut rester un être humain dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle circonstance. Cela l'apaise, lui donne de l'espoir. Il n'a toujours pas retrouvé la mémoire, mais Ben s'en moque. Il n'y a pas de temps pour les pensées vaines et les inquiétudes. Il doit survivre. Les années passèrent. Nick, Lincoln et Ben sont toujours ensemble. Ils ont réussi à survivre à l'hiver, en restant unis, en se soutenant et en prenant soin les uns des autres. Ils étaient devenus une véritable famille, sans lien de sang, mais avec des sentiments fraternels. Ben ne pouvait plus imaginer sa vie sans eux. Nick, un homme avec un plan clair pour toute éventualité, et Lincoln, un homme bon enfant, sont devenus sa famille. Par une sombre nuit d'août, il y a eu une descente de police. Quelqu'un avait appelé la police pour signaler que des sans-abri avaient élu domicile près du village de Cottage. Ben se souvient de ce moment avec horreur. Les phares de la voiture de police illuminant l'obscurité, les sons du haut-parleur, sortaient un par un. La résistance est vaine. Pourtant, ils ont résisté. Ils voulaient à tout prix échapper à la capture, ne voulant pas finir dans un commissariat. Ils ont tenté de s'échapper par un trou dans la vieille clôture, mais 2 policiers en uniforme se rapprochaient déjà d'eux. Nick est le premier à être attrapé. Lincoln et Ben se figèrent, hésitants, regardant leur chef d'un air déconfit. « Courez, bande d'imbéciles !» cria Nick alors qu'on lui tordait déjà les bras dans le dos. Et Ben courut. Il courut jusqu'à ce que le vent siffle à ses oreilles. Il fallait qu'il se sauve, qu'il s'éloigne le plus possible de cet endroit sinistre, qu'il se réfugie dans la forêt qui s'étendait en bande sombre à l'horizon. Lincoln ne cessait de prendre du retard. Des 3, Ben était le plus athlétique, grâce à son passé peut-être viol, où il avait dû se défendre plus d'une fois. Probablement à tort. Il a déjà dû faire du travail physique pendant de longues périodes parce que les muscles, Ben est interrompu dans ses pensées. Il avait des muscles en relief et une endurance incroyable en tant qu'athlète. Il pouvait courir vite et longtemps, il savait se défendre et donner des coups de poing. Peut-être que son passé a été si turbulent. Il a appris dans la rue. Ses compétences l'ont souvent sauvé, une vague pensée traversa son esprit. Et aujourd'hui, elles lui sont utiles. Le policier, qui n'était pas le pire des coureurs, rattrapa Ben, l'attrapa par la peau du cou et le tira puissamment vers lui. Ben tente instinctivement de se dégager, mais ses efforts sont vains. L'instant d'après, son corps fonctionne en mode automatique, ses mains saisissent son adversaire par les vêtements, ses jambes exécutent une technique que Ben lui-même ne comprend pas. Et soudain, le policier, confus et surpris, était déjà allongé sur l'herbe et regardait le ciel. « Dépêchez-vous! Allez, ils arrivent !» cria Ben Lincoln, mais il vit que son camarade était déjà à bout de force. « Ben, tu cours. Je vais. » C'est fini, plus de force, Lincoln, respirant difficilement, s'installa épuisé sur le sol. « Allez, ressaisis-toi. » Ben tenta de l'amadouer, allant même jusqu'à prendre son ami dans ses bras, espérant le porter dans les bois. Mais le policier, s'il est resté dans l'incompréhension de ce qui s'est passé, ne l'est qu'un instant, ses collègues approchent à grands pas. « Ça ne sert à rien », coupe Lincoln en repoussant Ben. « Partez seul. S'ils nous attrapent tous, la situation ne fera qu'empirer. Ça y est. Je ne peux plus bouger. »
Comprenant qu'il était inutile d'argumenter, Ben fit descendre son ami au sol. Il savait que Lincoln avait raison. S'éloigner de l'homme avec lequel il s'était enlié était extrêmement difficile, surtout en le laissant tout seul. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Si Ben se faisait prendre, cela ne ferait qu'empirer les choses pour tout le monde. Aussi, sans perdre une seconde, l'homme se remit à courir vers la forêt. Le fourré Salvateur n'était plus très loin. Là, dans l'épaisseur de la forêt, avec ses arbres denses, ses buissons et ses branches entrelacées, il était presque irréel de le trouver, surtout sans chien. Avant qu'un chien puisse être amené, la piste de Ben se serait refroidie. Ce matin-là, Ben, tel un animal blessé, s'enfonça dans les bois et se mit à l'abri. Il marcha longtemps, essayant de s'éloigner le plus possible de ses poursuivants. À midi, il n'a plus de force. Un vieil arbre puissant avec une fourche pratique dans ses branches, qui semblait avoir été fait pour les voyageurs fatigués, devint son refuge. Ben y grimpa et tomba dans un sommeil profond et agité. Il se réveilla le soir, lorsqu'il commença à faire plus froid, les nuits d'où n'étaient pas chaudes. Il a faim, mais les mûres qui poussent sous son arbre lui offrent un modeste repas, après quoi il part à la recherche d'une nouvelle maison, d'une nouvelle ville. Il se mit ensuite en quête d'une nouvelle maison, d'une nouvelle ville. Pour l'instant, il était tout seul, sans ses amis. Son humeur était sombre, mauvaise, morne, lourde. Il s'interroge sur le sort de Nick et Lincoln. Ils avaient probablement été transférés dans la « maison libre » d'où, comme on le savait, on ne pouvait s'échapper. Il se souvient de l'aspect de l'endroit, une haute clôture de ciment surmontée de fils barbelés, probablement sous tension. Non, il est impossible de partir, et il ne peut pas aider ses camarades. Il ne lui reste plus qu'à espérer que la réalité sera moins sombre qu'il n'y paraît, et que ses amis ne seront pas trop mal lotis dans une maison libre. Et Ben lui-même ? Il doit se rendre en ville. L'été, à l'extérieur, est encore vivable, mais le froid arrive à grands pas. On ne peut pas rester dehors dans le froid. Il faut chercher des endroits chauds, plus proches des habitations, des poubelles, où il y a toujours quelque chose de comestible, pour que le sans-abri ne meure pas de faim. Survivre dans la rue, c'est ce à quoi Ben est devenu expert. Ben ne s'inquiète pas pour lui-même, mais le manque d'amis se fait cruellement sentir. Il était habitué à leur soutien mutuel, à la communication, aux discussions chaleureuses, mais maintenant il était à nouveau seul sur toute la planète. Parfois, il pensait qu'il y avait peut-être des amis, des parents ou des amis proches quelque part dont il ne se souvenait tout simplement pas. Mais la mémoire refusait obstinément de revenir. Après quelques jours sur la route, il atteignit une nouvelle ville, trouva un endroit où dormir, regarda autour de lui et découvrit où il pourrait obtenir quelques restes. Ben a vu d'autres sans-abri, certains étaient plutôt amicaux, d'autres hostiles. Il faut toujours être à l'affût. Il ne cherche cependant pas à faire de nouvelles connaissances, il entretient des relations amicales avec tout le monde, mais préfère le plus souvent garder une distance prudente. Au fil des années, Ben s'habitue à sa vie d'errance. Périodiquement, il quitte une ville pour en rejoindre une autre. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il avait envie de changement, de découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux visages, de nouveaux paysages, autant d'éléments qui rendaient sa vie plus intéressante. C'est ainsi qu'il y a 3 ans, il s'est retrouvé à Atlanta. Il avait l'impression d'être déjà venu ici ou dans un endroit très similaire par le passé. Les paysages urbains évoquaient de vagues souvenirs et l'atmosphère semblait paisible et attrayante. L'homme sentait qu'il resterait ici longtemps, et il n'avait pas tort. 3 ans passèrent rapidement et Atlanta devint sa maison. Il trouva même un cagibi sous les escaliers d'une vieille maison de 3 étages, qui était répertoriée comme un fonds d'urgence et où personne ne vivait. Le gérant de la maison était un homme de l'administration, qui a permis à Ben de s'installer. Il lui a dit « Vis ici pour l'instant, mais s'il y a une inspection ou si des gens doivent emménager, ne t'inquiète pas, tu devras partir. » C'est ainsi que Ben a vécu à Atlanta, sans penser à chercher une vie meilleure. Dans la rue, il avait déjà appris à survivre, et ici, il avait même la chance d'avoir quelque chose comme une vraie maison. Ben vivait ici avec une licence d'oiseau, mais il en était heureux. Il avait enfin une vraie chambre avec un lit humain, une table et même un petit réfrigérateur. Tom est le nom de l'homme qui a aidé Ben à trouver un logement.
Il avait essayé de lui trouver un emploi de concierge par l'intermédiaire de son réseau, mais il fallait des papiers officiels. Quel genre de papier un clochard peut-il avoir? Se dit Ben. Ça n'a pas marché. Tom et Ben n'étaient pas et ne pouvaient pas devenir amis à cause de leur différence de statut social. Un jour, Ben a éloigné une meute de chiens d'une vieille dame sous les yeux de Tom. Beaucoup de gens ont vu que les animaux étaient prêts à attaquer la vieille dame, mais personne n'a osé les aider. Ben, qui avait vécu longtemps dans la rue, savait comment agir dans une telle situation. La vieille dame sauvée, sans avoir le temps de remercier son sauveur, s'est immédiatement cachée dans l'entrée. Le stress était compréhensible. Tom, qui a assisté à la scène, s'approche du héros. « Je vous observe depuis longtemps, » lui dit Tom. Il serre la main du sans-abri. « Vous ne ressemblez pas aux clochards habituels. Il s'avère que vous êtes propre, poli, respectueux et gentil. Vous n'êtes pas passé à côté du malheur des autres. Mais tu vis comme un chien dans la rue. C'est bien maintenant, mais en hiver, que ferez-vous? » Le conduit de chauffage, dit Ben en haussant les épaules. Il a traversé plus d'un hiver et c'est exactement ce qu'il faut faire quand le froid arrive. J'ai un fonds d'urgence à l'abandon. Il y a une chambre de concierge sous l'escalier. C'est là que je peux vous faire entrer. Temporairement, bien sûr. Je suis désolé, je ne peux pas vous donner un appartement. Mais vous pouvez vivre dans la pièce sous l'escalier. Ben dispose désormais d'un logement décent. L'homme commence à s'habituer à sa jambe boiteuse. Dormir dans un vrai lit est une véritable bénédiction. Dîner à table, prendre une douche, ne pas trembler à chaque bruissement accidentel. C'était un peu effrayant dans cet immeuble vide de 3 étages qui ressemblait à un château hanté, mais c'était beaucoup mieux que de vivre à l'air libre. Ben était très attaché à sa chambre et était très reconnaissant à Tom pour son abri. Les deux hommes discutaient parfois lorsqu'ils se croisaient dans la rue, ce qui arrivait souvent, car la maison de Tom n'était pas loin du centre d'hébergement d'urgence. Un jour, Tom lui dit « Je te regarde et je ne comprends pas, c'est impossible que tu ne saches rien de ton passé, n'est-ce pas ?»« Non, je ne sais rien. Je ne me souviens de rien du tout. C'est étrange. Tu devrais aller voir la police. »« Je ne veux pas », refuse catégoriquement Ben. Il était habitué à craindre la police maintenant, et cela faisait trop longtemps. Peut-être que quelqu'un me cherchait, mais les recherches ont probablement cessé maintenant, pensa-t-il. Cela faisait plus de 10 ans qu'il ne s'était pas retrouvé au bord de la rivière. D'accord, acquiesça Tom, même s'il aurait lui-même agi différemment. Grâce à Atlanta, Ben avait presque un vrai travail. Non officiel, mais permanent. 3 fois par semaine, un camion chargé de provisions arrivait au supermarché local pour être déchargé par les vendeuses et les caissières. Il n'y a pas assez de force, ce n'est pas un travail de femme, remarque Ben lorsqu'il les voit s'efforcer de manipuler les caisses et les aides un jour. Merci, dit l'une des filles en souriant, gênée, alors qu'elle termine son travail et tend à l'homme un sac de provisions. C'est presque périmé. Il expire dans quelques jours. Mais les produits d'épicerie sont bons et savoureux. Nous les ramenons parfois nous-mêmes à la maison lorsque nous les déduisons de notre budget. Merci, sourit Ben, qui n'est pas dégoûté par la nourriture provenant des bennes à ordures et n'a pas peur des aliments périmés. Pour un homme qui avait depuis longtemps oublié le goût de la nourriture normale, c'était un vrai cadeau, saucisses, pain, conserves. Et aussi, ajouta la jeune fille, pourriez-vous venir après-demain? Au même moment, le camion repassera, et nous-mêmes, vous voyez quel genre de magasinier nous sommes. Le paiement était le même, sans changement. Ben, bien sûr, a accepté avec joie. Et c'est devenu une habitude, 3 fois par semaine, à heure fixe, il se rendait au supermarché, déchargeait le camion et était récompensé par un énorme sac de nourriture. Ben a désormais un toit au-dessus de sa tête et oublie complètement la faim et les dangers de la vie dans la rue. Il se rend compte qu'un jour ou l'autre, cette stabilité pourrait prendre fin, mais il décide de ne pas s'inquiéter pour l'avenir. Après tout, il n'en est pas à sa première expérience de survie dans la rue. Ben apprécie ce moment de paix retrouvé. Il avait beaucoup de temps libre et commençait à aimer se promener dans la ville, le centre, la périphérie, le front de mer, la banlieue, tout lui paraissait beau et agréable à présent. Parfois, il réussit à trouver un emploi temporaire,
comme par le passé. Il s'agissait de petites courses, la plupart du temps auprès de personnes du secteur privé qui étaient heureuses de lui confier de telles tâches. Ben avait l'air plus soigné et plus digne que beaucoup d'autres sans-abri, ce qui le rendait plus digne de confiance aux yeux des gens. Il utilise l'argent qu'il gagne pour acheter les médicaments et les vêtements dont il a besoin. Un jour, il a vu dans un magasin un album contenant des crayons d'art coûteux et n'a pas pu résister à la tentation. Il a donné tout ce qu'il avait gagné pour acheter ces crayons. Il fut surpris de découvrir qu'il savait dessiner. Sous sa main, il a commencé à créer de magnifiques tableaux, principalement des paysages urbains et ruraux. Tout ce qui l'avait autrefois fasciné et était tombé dans son âme se reflétait à présent sur le papier. « Tu es aussi un artiste, n'est-ce pas ?» s'étonne Tom lorsqu'il vient voir son pupille et qu'il aperçoit les tableaux sur la table. « Je ne sais pas, » dit Ben en haussant les épaules. « Tu es une personne intéressante. »« J'aimerais vraiment savoir ce qui t'est arrivé dans le passé, » dit Tom. Ben voulait aussi le savoir, mais au fond de lui, il avait peur. Et s'il découvrait quelque chose de mauvais sur lui-même? Avait-il fait quelque chose de terrible dans le passé? Quelqu'un l'a harcelé, a essayé de lui faire du mal. Il a été frappé à la tête, et ce n'était pas un accident. Peut-être était-il préférable de ne pas connaître le passé, de vivre une vie tranquille sans souci, surtout quand la vie s'améliorait peu à peu. Ben s'est fait des amis, c'est trop dur de vivre seul dans ce monde. Tom n'était pas un ami, mais plutôt un protecteur. Mais les concierges du quartier, le gardien du supermarché, le vieil homme solitaire de la maison voisine, tous venaient souvent rendre visite à Ben. Et cela rendait l'homme heureux, il avait un endroit où il pouvait recevoir des invités. En cette matinée ensoleillée, Ben est pressé de se rendre à son travail principal au supermarché. Un camion doit bientôt arriver et il est un peu en retard, il s'est couché tard pour peindre, par conséquent, il ne s'est pas réveillé. Mais il n'était pas inquiet, il avait encore le temps d'accélérer le pas et d'arriver à bon port. Alors qu'il s'approche du carrefour très fréquenté, un endroit où la circulation ne s'arrête jamais et où les véhicules passent à toute allure à toute heure de la journée, Ben est particulièrement prudent. Il y a déjà eu des accidents à cet endroit, une fois, l'homme a été témoin de l'écrasement d'un garçon. Le jeune homme traversait la route en respectant les règles, sur un passage piéton et au feu vert, mais le conducteur d'une voiture étrangère n'a même pas essayé de ralentir. L'adolescent a été projeté vers le haut et est tombé sur le trottoir. Ben, incapable de regarder cela, s'est éloigné, son cœur battant dans sa poitrine et ses larmes dans les yeux témoignaient de son regret et de sa sympathie. Par la suite, une couronne mortuaire est apparue sur un poteau près du passage piéton et y est restée suspendue pendant plusieurs mois avant de disparaître. Depuis lors, Ben était devenu encore plus prudent à cet endroit. Il ne mettait pas le pied sur le passage piéton avant d'être sûr que toutes les voitures s'étaient arrêtées. Et aujourd'hui, alors que le feu était rouge, il se tenait sur le trottoir, attendant que l'on puisse traverser la route en toute sécurité. L'homme était seul ici. Il y avait peu de monde dans les rues à cette heure-ci, pas de l'habituelle agitation de l'heure de pointe. C'est alors que Ben, qui a toujours eu l'ouïe fine, entend un bruit étrange, le claquement de roues sur le trottoir. Le bruit se rapprochait rapidement. Il semble que la vitesse de l'objet augmente, bien que le feu de signalisation situé à proximité soit rouge et que les voitures passent à toute allure. En regardant en arrière, Ben a vu un garçon sur un scooter qui semblait sur le point de voler sur la chaussée. Le garçon n'avait aucune chance, les voitures circulaient à vive allure et personne n'aurait pu freiner à temps. Le garçon a tout de même dépassé Ben, qui n'a malheureusement pas eu le temps de réagir instantanément. Une voiture arrive à pleine vitesse sur le garçon. Ben a vu l'expression d'horreur sur le visage de la conductrice, une jeune femme. Sautant sur la chaussée et risquant sa propre vie, il a attrapé le garçon par le col et l'a littéralement jeté sur le trottoir, avant de rebondir instantanément. La voiture le touche encore, l'impact à cette vitesse est palpable, et Ben tombe sur le trottoir. La voiture s'est arrêtée à proximité dans un grincement de frein. La conductrice, une femme, se précipite immédiatement vers Ben et le garçon allongé sur le sol. « Qu'est-ce qu'il a, le bébé ?» s'exclame-t-elle d'abord. « Je l'ai heurté. »« Il va bien ?» assure Ben en se frottant le côté. « J'ai réussi à le sortir de sous les roues. » Quelle chance! La femme semblait au bord de l'hystérie d'inquiétude.
Et vous? Tu vas bien? Ben acquiesça silencieusement, ne voulant pas entrer dans les détails de sa cuisse gravement meurtrie, qui le ferait probablement boiter pendant longtemps. Il pensait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'il s'agissait d'une situation banale qui guérirait. « Qu'est-ce que vous faites ?» L'indignation dans la voix de la femme était dirigée vers le garçon. « Tu ne sais pas qu'il faut traverser la route au feu vert? Comment se fait-il que tu ne l'aies pas encore appris, toi qui es si grand ?» Le garçon, probablement âgé d'une dizaine d'années, avait l'air confus et effrayé. Ce n'est que maintenant qu'il se rend compte du danger qu'il a réussi à éviter. Ben compatissait avec le coureur malchanceux. Il avait oublié. Cela arrive. Cela peut arriver à tout le monde, dit Ben en essayant de le réconforter. L'essentiel, c'est que tout se soit bien passé, acquiesce la femme. C'est une chance d'avoir été là. Le garçon a eu de la chance, contrairement à son scooter. Tous trois regardent le scooter mutilé, qui se trouve sous les roues de la voiture. Mais alors, on appelle la police, une ambulance? La femme regarde d'un air interrogateur les autres protagonistes de l'incident. En ce qui me concerne, tout allait bien. C'était bien, dit Ben en haussant les épaules. Le garçon acquiesce d'un signe de tête. Je m'en vais, je suis en retard pour une réunion importante, dit la femme. Et pour toi, ajouta-t-elle d'une voix sévère en regardant le garçon, que tout cela te serve de leçon. La prochaine fois, le gentil oncle ne sera peut-être pas là, ou il n'aura peut-être pas le temps de réagir. La femme s'en alla. Ben tire le scooter déformé sur le trottoir et se gratte l'arrière de la tête, perplexe. Votre véhicule est irréparable, il n'y a pas moyen de le réparer maintenant, déclara-t-il. Qu'il en soit ainsi, s'exclama le garçon, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment. Mon père m'en achètera une nouvelle. Ce n'est pas un pauvre homme, certain. Je doute qu'il le fasse s'il savait la vérité, dit Ben en secouant la tête. Il n'aimait pas que le mot « pauvre » sorte de la bouche de l'enfant. C'était inacceptable, trop arrogant. Ce garçon doit vivre dans une famille riche. Il porte des vêtements de luxe. Il est probablement gâté et méprise ceux qui ont un statut social inférieur. Mais son sauveur est encore pire que le pauvre commun, sans abri et sans passé. Merci beaucoup, dit le garçon en pleurant. Il regarde Ben avec une gratitude si sincère que l'homme se rend compte qu'il a tiré des conclusions hâtives. De rien, sourit l'homme. Mais ne refais plus jamais ça. Tu sais que tu dois traverser la route au vert, n'est-ce pas? Oui, je sais, bien sûr, le garçon fait un signe de la main. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas la question, dit le garçon. Intéressé, Ben poursuit la conversation. Il voulait parler au garçon, l'aider à surmonter le stress de ce qui s'était passé et s'assurer qu'il allait bien avant de le laisser seul. Mon père m'a commandé un nouveau scooter au Japon, un scooter cool, personne en ville n'en a, dit le garçon, ne cachant pas son amertume. Mais maintenant, je n'en ai pas non plus. D'accord, ma grand-mère le commandera à nouveau. En tout cas, elle a un système de freinage tellement cool. Je me suis exercé dans la cour, et ça a marché. La trottinette s'arrêtait sur le terrain de jeu. En une seconde, quelle que soit la vitesse à laquelle j'ai accéléré. C'est génial. Mais supposons que c'est le cas, acquiesce Ben. Il commençait à comprendre où son jeune compagnon voulait en venir. C'est donc comme ça que je voulais ralentir avant la route. Je l'ai déjà fait. Mais je n'ai pas pu. J'ai continué à rouler. Et j'avais déjà pris beaucoup de vitesse, je volais juste sous les roues et je ne pouvais rien faire. Tu aurais pu sauter, c'est tout, dit Ben en regardant le garçon avec insistance. La vie vaut plus que n'importe quel morceau de fer. Oui, je sais, soupire le garçon. C'est juste que, c'était tellement effrayant, je ne pouvais pas bouger ou penser correctement, je ne pouvais pas me détacher. Oui, en quelque sorte. Je vois. Et le scooter ne s'est pas arrêté? Tu sais pourquoi? Ben continue. Vous n'avez pas tenu compte du fait que la route monte ici. Et vous avez probablement testé votre véhicule sur un terrain plat, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait. Le garçon semble avoir une révélation. Je n'y avais pas pensé. Eh bien, c'est ça.
Tu devras être plus prudent à l'avenir, dit Ben. Eh bien, cela arrive. Le garçon s'est arrêté. Tu ne peux pas faire ça. Tu m'as sauvé la vie et je ne connais même pas ton nom. Je m'appelle oncle Ben, dit Ben en se présentant. Ouah! Moi aussi, je m'appelle Ben, dit le garçon. Alors toi et moi, on est de la même famille, dit Ben en souriant. Il aimait de plus en plus ce garçon, doux, sincère, reconnaissant, un bon garçon. Il n'aurait pas dû avoir une mauvaise opinion de lui au début. Veux-tu venir avec moi? Supplia soudain le garçon. Tu viens, tu viens. Le bureau de mon père est tout près. Tu sais combien il est riche? Il a son propre restaurant. Tu connais peut-être. Il s'appelle Urban Legend. C'est un grand nom, dit Ben en souriant. Bien sûr, il connaissait l'endroit, il était passé devant plusieurs fois. L'élite locale s'y retrouvait généralement. Le restaurant était de grande classe, mais Ben n'avait pas besoin d'inspecter les poubelles près des restaurants. Il avait l'habitude de se promener dans Atlanta et de mémoriser l'emplacement des cafés et restaurants locaux, au cas où. Oui, c'est un nom sympa, acquiesce Ben. C'est son père qui l'a inventé. Et son ami, son compagnon, vous voulez dire? C'est super, mais il faut que j'y aille, dit Ben. Il se souvint qu'il était déjà en retard au supermarché. Le camion allait bientôt arriver et il n'avait pas l'habitude de laisser tomber les gens. Et il n'était en retard qu'une fois, il l'a été 2 fois. Vous pouvez perdre votre emploi, qui vous a nourri pendant tant d'années. Dans ce secteur, les performances et la ponctualité sont importantes. Comment est-ce possible? Ben était bouleversé. Je dois vous présenter à votre père et lui dire ce qui s'est passé. Vous remerciera-t-il? Tu sais comment faire? Il sera content que tu m'aies sauvé. Je n'ai rien fait de spécial et il est temps que je parte, dit Ben. Non, tu n'as rien fait, dit le garçon. Tu boites à cause de moi et tu es blessé. S'il te plaît, viens avec moi voir ton père. Je n'ai pas le temps, mon garçon, je suis pressé d'aller travailler. Le meilleur remerciement que je puisse recevoir, c'est que tu me promettes de faire attention à partir de maintenant, dit Ben. Je serai prudent, je le promets, dit le garçon. Promets-moi simplement de me retrouver ici ce soir, à 6 heures. Je parlerai à mon père, il viendra avec moi et vous remerciera, s'il vous plaît. Ce n'est pas nécessaire, essaya Ben pour le repousser. Mais le garçon s'obstine. Tu m'as sauvé la vie. Promets-moi de venir. Il y avait tant de supplications dans son regard, tant d'espoir, que Ben n'a pas pu refuser. D'accord, Ben. Le garçon aux taches de rousseur rit, sa joie est sans limite. Un large sourire inonda son jeune visage. Je te verrai ce soir, dit-il en saluant son sauveur et en remontant la rue en courant. Vivant, en bonne santé et heureux. Ben jeta un nouveau coup d'œil au scooter déformé au bord de la route, pensa à ce qui aurait pu se passer, avant de se ressaisir et de se précipiter vers le supermarché. L'homme boitait beaucoup, sa hanche le faisait souffrir, mais il n'y avait pas de fracture. C'est certain. Cela signifiait qu'elle guérirait rapidement. Ben se précipite vers le supermarché, tandis que son jeune homonyme court vers le bureau de son père. L'immeuble où se trouve le bureau est situé juste en bas de la rue où la tragédie a failli se produire, et Ben est tellement excité de voir son père. Scooter, le garçon a toujours eu beaucoup de jouets. Son père lui achetait tout ce qu'il voulait, mais un scooter comme celui-ci. Ce n'était pas seulement en ville, ce n'était même pas à la campagne. Le garçon pouvait y faire des tours spectaculaires dont il n'avait jamais osé rêver auparavant. Sa mère, en regardant ces tours, avait le cœur serré, mais son père était heureux que son fils grandisse avec autant de courage et d'agilité. Il a toujours soutenu et encouragé le hobby de son fils unique. La famille vivait dans une grande maison avec un jardin magnifiquement entretenu. La mère de Ben ne travaillait pas, elle s'occupait du ménage et de son fils. Le père, quant à lui, était constamment en voyage d'affaires ou au bureau, où il disparaissait jour et nuit. Les affaires exigeaient sa participation constante. Le garçon n'avait pas l'attention de son père, il lui manquait souvent, et il utilisait donc n'importe quel prétexte pour rendre visite à ses parents au bureau. Une merveilleuse occasion de voir son père s'offrait à lui.
Bien sûr, le parent doit savoir ce qui a failli se passer, il critiquera la négligence, non sans raison. Il n'achètera peut-être plus un scooter comme celui-là. Mais le père doit savoir qui a sauvé la vie de son fils, et bien sûr il remerciera Ben, lui donnera beaucoup, beaucoup d'argent. Et Ben en a manifestement besoin. Ben n'est pas un petit garçon, il a tout de suite compris que l'homme qu'il a arraché aux roues de la voiture était dans le besoin, il s'agit probablement d'un sans-abri. Il y en a beaucoup à Atlanta. Ben aurait bien besoin d'argent. Bonjour, dit Ben en faisant un signe de tête à la réceptionniste. Lorsqu'elle aperçoit le garçon, elle contacte immédiatement son père par l'interphone. Fred, votre fils est ici pour vous voir, dit-elle. Laissez-le entrer, répondit le bureau. Ben monte en quelques secondes au 4e étage. Son père l'attendait déjà. Comment vas-tu, descendant ? L'homme sourit depuis son fauteuil. Puis il ajouta avec inquiétude, et toi, que t'est-il arrivé ? J'ai des bleus sur les jambes. Papa, s'exclame le garçon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Ben, inquiet et confus, raconta à son parent l'incident récent. Le visage de Fred devient de plus en plus pâle au fur et à mesure qu'il raconte l'histoire. Tu vois, papa, je veux que tu le remercies. Donnons-lui de l'argent, beaucoup d'argent, il est sans abri et il en a grand besoin. Il n'acceptera rien. Mais tu viens avec moi ce soir sur ce passage piéton et tu lui dis. Mon fils, je vois de quoi il s'agit, dit enfin Fred. Il est encore ébranlé par l'histoire de son fils. L'argent ? C'est comme si aujourd'hui tu l'avais, demain tu ne l'as plus, peu importe combien tu lui donnes, il s'épuisera, il disparaîtra. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je lui trouverai un emploi dans notre restaurant, je l'aiderai avec les papiers. S'il est vraiment sans abri, je ne pense pas que ses papiers soient en règle. Et sans eux, personne ne l'embauchera ou ne le soignera s'il tombe malade. Alors il erre. Mais c'est un homme bon qui a risqué sa vie pour vous sortir de là. Il n'y en a plus beaucoup de nos jours. Nous lui donnons un ticket pour la vie, une chance de devenir un membre à part entière de la société. C'est à lui de décider comment il saisira cette chance. Mais c'est bien mieux que de l'argent. Tu as raison, papa. Ben acquiesce. Et Ben est un homme très bien. Il doit avoir des problèmes pour être sans abri. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va l'aider à reprendre sa vie en main. Qu'en pensez-vous ? Super, dit Ben. C'est très bien. Alors, à quelle heure avez-vous dit que vous vous retrouveriez là-bas ? 6 heures. Soyez à mon bureau à 6h30. Nous irons ensemble remercier votre sauveur. Je veux lui serrer la main. Hurrah ! S'exclame le garçon. Maintenant, rentre chez toi et fais attention à ce que tu fais. Ou laisse-moi demander au chauffeur de te ramener chez toi. Non, je vais marcher. Ne t'inquiète pas, tu sais à quel point je serai prudent maintenant, 100 000 fois plus prudent qu'avant. Lorsque Ben arrive au bureau de son père à l'heure prévue, il n'y trouve pas son parent. Fred est parti à une réunion importante avec l'administration, explique la fille de l'accueil. Mais ne vous inquiétez pas, il n'a pas oublié votre arrangement. Bill est au courant de tout cela, il t'accompagnera. Où avez-vous accepté d'aller ? Ben soupire. Bill est une bonne chose, bien sûr. C'est un bon gars, jeune et drôle, et il fait toujours des blagues amusantes. Et il traite bien Ben, il a un fils du même âge, Chris. Bill est l'assistant de son père, son bras droit pour les courses spéciales. Mais quand même, papa. J'aurais aimé qu'il aille voir le sans-abri lui-même. Cela aurait été la meilleure chose à faire. Ben n'avait pas l'habitude d'être contrarié et grincheux, si bien que 5 minutes plus tard, il riait aux blagues de Bill en l'accompagnant jusqu'au passage piéton. Ben arriva à l'endroit convenu bien avant 6 heures. Il se sentait mal à l'aise. Se tenir là, attendre d'être remercié pour avoir sauvé un enfant. Mais c'est juste une chose normale, naturelle, que tout homme normal doit faire. Quelle sorte de gratitude pourrait-il y avoir ? Mais Ben a promis au garçon, et maintenant il est là, à attendre. S'il a promis, il doit tenir sa parole. Ben et Bill, qui l'ont vu de loin, sourient en se précipitant vers lui. Bonjour, Ben,
dit le garçon en se tournant soudain vers Ben et en l'enlaçant autour de la taille. L'homme frotta maladroitement la tête de Ben. Bonjour, salut, homonyme, bonjour à toi aussi, répond Ben. Au nom du père de ce jeune homme, je tiens à vous remercier de l'avoir sauvé, dit Bill en serrant la main de Ben. Nous avons tous beaucoup de chance de vous avoir ici, poursuit Bill. Vous n'êtes donc pas. Non, je ne suis pas son père, interrompit-il immédiatement la question attendue. Fred voulait venir vous voir en personne, mais c'était une urgence. Je comprends, répondit Ben. Bien sûr, il n'y a pas de quoi. N'importe qui l'aurait fait à ma place. Il se trouve que j'étais là, c'est tout. Le garçon a tellement insisté pour que je vienne. Je ne pouvais pas refuser. Tu as eu raison d'insister, dit Bill en souriant. Nous avions tout prévu pour vous remercier. Et l'assistant de Fred a tout raconté à Ben, que le sans-abri à la dérive travaillerait désormais comme concierge au restaurant Urban Legend avec un salaire supérieur à la moyenne, et que Fred avait l'intention de donner au sauveteur de son fils des papiers qui feraient de lui un membre à part entière de la société. De quoi s'agit-il? Tout cela est-il vrai? Ben n'en croit pas ses oreilles. Mais le travail, je vois. Mais les papiers? Est-ce possible? Obtenir un passeport, être légalisé, devenir un homme non seulement dans son essence, mais aussi dans ses documents. Rien n'est impossible pour Fred, sourit Bill. C'est ainsi que commença la nouvelle vie de Ben. Désormais, tous les matins, il se rend au restaurant Urban Legend. Il travaillait en cuisine, dans les arrière-salles, faisait le ménage, s'occupait des plantations, un peu de tout. Au début, le personnel du restaurant se méfie du nouvel employé. Au fil du temps, Ben s'est révélé être un travailleur consciencieux, une bonne personne et un interlocuteur agréable. Il ne refusait jamais son aide et savait détendre l'atmosphère par une plaisanterie appropriée. Le nouvel employé effectuait son travail avec soin et minutie, si bien qu'il reçut bientôt des félicitations et eut même des amis dans son nouvel établissement. Little Ben venait souvent au restaurant pour saluer son sauveur et prendre de ses nouvelles. Le garçon était intelligent et très agréable. L'homme lui racontait parfois des histoires de la vie dans la rue, en essayant d'éviter de mentionner les moments particulièrement effrayants et désagréables. Tout est raconté comme s'il s'agissait d'une aventure qui se termine bien. Bien sûr que c'est une fin heureuse, pense Ben. Après tout, l'ancien vagabond dort maintenant dans une tanière sous l'escalier et travaille dans l'un des meilleurs restaurants. Atlanta. Qui l'eût cru? Oui, Fred avait tenu sa promesse. Ben avait son passeport. Il avait eu du mal à retenir ses larmes lorsqu'il l'avait pris pour la première fois. C'était un document qui confirmait son nouveau statut, il n'était plus un homme invisible sans nom, mais un citoyen à part entière de son pays. Ben n'arrivait pas à imaginer comment le chef avait réussi à organiser cela, et il voulait vraiment remercier Fred personnellement. Mais le maître est constamment absent du restaurant. Il transmet les ordres par l'intermédiaire de son assistant, se dit Ben. Le même Bill. La paperasserie pour Ben est également passée par Bill. Il a maintenant un nom de famille Atlanta, Victor a même reçu un permis de résidence pour l'une des cabanes. Je suis une personne réelle maintenant, bien que sans passé, mais je ne suis plus invisible, je ne suis plus un vagabond de la rue, s'inquiète-t-il en regardant le nouveau document. Il ne vient pas souvent ici, dit Bill en secouant la tête. Qu'est-ce qu'il a à faire ici? Il traite toutes ses affaires depuis le bureau, il est constamment en voyage d'affaires. Il vit pratiquement de son travail. Nous développons nos succursales, nous en ouvrons de nouvelles dans différentes villes. Fred est maintenant occupé jour et nuit. Le petit Ben confirme également cette information. Il se plaignait souvent à son ami plus âgé que son père lui manquait beaucoup, car ce dernier n'avait pas de temps à consacrer à sa famille. Toutes les opérations de l'Urban Legend sont donc assurées par Bill, sous la supervision à distance de Fred, bien entendu. En recevant son salaire pour la première fois, Ben pensa qu'il y avait eu une erreur. Ses mains tremblent tandis qu'il détourne son regard vers l'enveloppe remplie de gros billets qu'il n'a jamais tenus auparavant et dont il ne sait même pas quoi faire. Non, ce n'est pas grave, dit Bill en souriant lorsque Ben lui posa la question d'un air ahuri. J'espère que tu es satisfait du montant. Achète tout ce dont tu as besoin pour vivre normalement, mais n'oublie pas d'économiser aussi, petit à petit,
tu économiseras pour un endroit où vivre. Les possibilités qui s'ouvrent à lui donnent à Ben un enthousiasme vertigineux. Est-ce possible? Il avait désormais un emploi stable, un revenu décent, des papiers personnels et la perspective d'avoir son propre logement. Tout cela n'était qu'un rêve devenu réalité il y a encore peu de temps. Il envisageait désormais l'avenir non pas avec appréhension, mais avec espoir et la possibilité de demander une aide médicale et de parler de ses problèmes de mémoire. Il existe peut-être un remède qui pourrait l'aider à se souvenir de ce qui lui est arrivé avant cette nuit où, battu et trempé, il a repris ses esprits sur une plage déserte. Pourtant, il n'est pas pressé d'aller à l'hôpital, il y a toujours quelque chose de plus important à retarder, et en fait, Ben craint d'apprendre la vérité sur son passé. Est-il trop horrible ou trop triste? Il aime sa vie telle qu'elle est aujourd'hui. La peur de perdre cette prospérité, tout ce que le destin lui a accordé, est plus forte que la curiosité. Peut-être que l'oubli était un cadeau des dieux, une bénédiction, et qu'il ne valait pas la peine de fouiller dans le passé. Un jour, à l'aube, le chef cuisinier l'envoya au salon VIP, car l'un des nettoyeurs était malade et devait faire le ménage avant la soirée. Victor rassemble le matériel nécessaire et s'y rend. Une fois dans le salon, c'est la première fois qu'il a l'occasion d'y jeter un coup d'œil. Les meubles luxueux et élégants provenant d'Italie, le sol impeccablement lisse et brillant, les lustres imposants, tout respirait la richesse et la splendeur. Il semblait à Ben que, d'une manière indéfinissable, ses propres souvenirs étaient mêlés au tableau qu'il regardait. La manière, le style et l'imagerie semblaient évoquer une expérience mentale, un déjà-vu mystique de sa vie oubliée. Il fait le tour de chaque tableau du salon VIP à la recherche de la signature de l'artiste, fasciné par cette découverte inattendue. Ignorant que quelqu'un l'observe, il s'imprègne de chaque trait, cherchant des réponses dans l'art. Pendant ce temps, Fred, bien qu'accaparé par les soucis incessants liés à la gestion de son empire gastronomique tentaculaire, trouve le temps d'observer les affaires de son établissement. Le stress d'un travail incessant et la création de succursales lui demandaient une énergie considérable. De nombreuses pensées traversaient constamment son esprit, l'attention qu'il portait à son fils et le fait que sa femme oubliait peu à peu les traits de son visage en raison de son absence constante faisaient tous partie du grand sacrifice sur l'autel de la réussite. Mais il gardait l'espoir que les choses s'amélioreraient bientôt et qu'il pourrait trouver un moyen de sortir de ce tourbillon d'impératifs. C'est difficile de porter un tel fardeau seul, sans un compagnon fidèle en qui on peut avoir confiance. Mais il faut juste un peu de temps, tout rentrera dans l'ordre, se console Fred, en pensant à d'éventuelles vacances en famille, en rêvant de vacances au bord de l'océan, pour être ensemble. Au fil des années, Fred a reconsidéré les priorités de sa vie. Enfant d'une famille pauvre, pour qui l'argent semblait être la solution à tous les problèmes, il a développé d'autres points de vue. Sa perception de la richesse comme panacée a changé. Il a commencé à réaliser que la vraie valeur est le temps passé avec ceux qu'il aime, le bonheur possible, qui ne se mesure pas par des valeurs matérielles. Rempli de souvenirs difficiles de son enfance et d'un sentiment d'abandon de la part de ses parents, Anton cherche à créer pour sa famille ce qu'il n'a jamais eu lui-même, un sentiment de sécurité et d'amour. Fred s'est senti extrêmement seul pendant son enfance, malgré des parents qui, comme les mauvaises herbes, ne lui ont pas apporté l'attention et le soutien dont il avait besoin. Debout, fermement campé sur ses positions, le jeune homme s'est juré il y a longtemps, avec un ami de confiance qui faisait le gros dos dans les mêmes circonstances, de changer son destin, de prouver à tout le monde qu'il pouvait devenir grand. Nous serons forts, respectés et craints, et nous serons gentils, nous aiderons ceux qui sont dans le besoin, disait son ami, plein du désir de faire le bien. L'ami d'enfance de Fred était intelligent et entreprenant, comme Fred lui-même, et ils étaient inséparables. Mais contrairement à Fred, il était excessivement gentil et compatissant, et c'est ce trait de son cœur qui ne l'a pas conduit à un bon résultat. En se souvenant d'un ami qui avait été proche de lui pendant de nombreuses années et qui était décédé trop tôt pour des raisons inconnues, Fred a ressenti une douleur dans son cœur et dans son âme. Malgré les années écoulées, cette histoire reste une plaie ouverte. Fred se força à repousser les tristes souvenirs et à se concentrer sur le présent. Il avait le don d'écarter le superflu et de se concentrer sur l'essentiel, ce qui lui avait permis d'atteindre des sommets dans les affaires. Mais aujourd'hui, il s'inquiète de la baisse des recettes de la légende urbaine, le restaurant qu'il a créé et développé avec tant de passion. Quelque chose n'allait pas et il devait en avoir le cœur net.
Il décide d'étudier en détail les images de surveillance afin de comprendre pourquoi les clients préfèrent la concurrence. En temps réel sur les images de la matinée, il aperçoit quelques rares moments de calme, un hall vide et un concierge dont les mouvements détaillés ont quelque chose de familier. Fred voulait depuis longtemps rencontrer cet homme, le remercier en personne. Mais tous ses projets s'étaient heurtés à des courses interminables et au manque de temps pour les rencontres en tête-à-tête. La rencontre avec le concierge avait donc été reportée, mais il ne l'avait pas oublié et espérait pouvoir bientôt tenir sa promesse. Fred a toujours eu la conscience tranquille, car il a fait tout ce qu'il a pu pour cet homme. Il s'était même occupé des formalités administratives, ce qui n'avait pas été facile ni bon marché. Aujourd'hui, Fred voit le nouvel employé pour la première fois. Quel clochard, se dit Fred en remarquant l'intérêt de l'homme pour la peinture, en regardant les tableaux. Ben se rapproche de la caméra et son visage apparaît en gros plan sur l'écran. L'animateur de la légende urbaine est littéralement engourdi. Non, ce n'est pas possible, se dit-il à voix basse. Ce n'est pas possible, c'est une erreur. Mais plus Fred fixait le visage du concierge, plus il réalisait que ce n'était pas une erreur. Son cœur s'emballa, présageant quelque chose d'important. Fred se lève d'un bond, laisse tomber les clés de la voiture et, ne voulant pas attendre l'ascenseur, se précipite dans l'escalier. Ben finit rapidement de nettoyer, et Bill le laissa partir avant de s'atteler à sa prochaine tâche. Ben profitait maintenant de son répit, assis sur un banc dans le jardin devant le restaurant. Fred l'aperçut dès qu'il franchit la porte. « Oui, c'est bien lui », s'exclama-t-il dans sa tête, tandis que la chair de poule lui parcourait le dos. La conscience n'est pas encore prête à accepter l'évidence. Inspirant profondément pour se rassurer, Fred se dirigea lentement vers le banc. « Bonjour », dit-il en regardant Ben. « Bonjour », le concierge se lève d'un bond, reconnaissant l'homme qui se trouve devant lui. Ben sait de qui il s'agit. Les photos de Fred étaient parfois diffusées dans la presse et les publicités. Le petit Ben lui a montré plus d'une fois la photo de son père. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne », sourit Fred en lui tendant la main. « De même. Cela fait longtemps que je veux te remercier de m'avoir donné une chance d'avoir une vie normale, lui dit Ben. C'est le moins que je puisse faire pour avoir sauvé mon fils. Ma femme et moi en avons un. Je ne sais pas comment nous aurions pu surmonter tout cela, a déclaré Fred. C'est un garçon merveilleux. Ben sourit chaleureusement. Oui, acquiesce Fred. Mais il est un peu rapide, trop rapide. J'étais moi-même comme ça. Et toi, on dit que tu ne te souviens de rien de ton passé ? Ben secoue la tête. Je me suis réveillé un jour sur une plage déserte. Je crois qu'on m'a frappé à la tête. J'avais une entaille derrière la tête et je ne me souvenais de rien d'autre que de mon nom. Depuis, je n'ai jamais cessé de rouler. Ben. Fred saisit soudain son compagnon par les épaules. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Tu ne te souviens de rien du tout ? Ben cligna des yeux, confus. À ce moment-là, le vestibule sonne mollement. Le visage de Ben est traversé par toute une gamme d'émotions, surprise, anxiété, prémonition de quelque chose d'important. Et oui, en effet, le visage de Fred lui semblait vaguement familier. Il l'avait certainement déjà vu quelque part. De l'extérieur, bien sûr, il connaissait toutes ces images, ces publicités. « Assieds-toi », dit Fred en lâchant enfin Ben. Les deux hommes s'installèrent sur le banc. « Je voulais te parler gentiment. Mais maintenant que je t'ai vu de si près et que j'ai compris que c'était toi, je ne peux plus me taire. Il faut que tu écoutes ça, » dit Fred en regardant Ben. Ben regarde Fred avec anxiété. C'était la première fois qu'il avait l'occasion de voir son hôte en chair et en os, et il trouvait son comportement étrange. Son entourage avait parlé de lui comme d'un homme rationnel, mais maintenant son comportement était troublant. Se pourrait-il que Fred ne soit pas lui-même ? Fred respire, se calme et commence à raconter son enfance. Le garçon a connu des moments difficiles, un père ivrogne, une mère indifférente, la pauvreté. Et le garçon rêvait d'une vie complètement différente, une vie pour laquelle il n'avait initialement aucune chance. La seule personne proche qui comprenait Fred était son ami Ben, un garçon de la maison voisine qui avait connu le même sort. Les deux garçons rêvaient, faisaient des projets,
pensaient constamment à l'avenir, voulaient devenir riches, et tous deux étaient étonnamment intelligents pour des enfants issus de familles défavorisées. Ils sont allés à l'école. Fred excelle dans les sciences exactes et Ben se montre doué pour les sciences humaines. Ils se sont donc répartis les responsabilités. Fred s'occupait des finances et de la planification de l'entreprise, et Ben, le créatif, des négociations, des relations publiques, de la publicité et du design. Les garçons issus de familles pauvres ont fini par réaliser leur rêve d'ouvrir un café. Ils ont gagné l'argent nécessaire au démarrage en travaillant jour et nuit, partout où ils le pouvaient. Ils ont commencé tôt, dès l'âge de 12 ans. Ils ont compris que pour réaliser un rêve, il faut travailler dur et longtemps, sinon on ne peut pas économiser. Au début, ils ont économisé de l'argent dans une cachette secrète, puis, à l'âge adulte, ils ont ouvert leur propre compte en banque. À l'âge de 20 ans, les amis ont ouvert un café. Urban Legend, ce nom a été inventé par Ben, le leader créatif et le générateur d'idées de leur tandem. Fred l'a tout de suite aimé, il sonnait solide et prometteur. La décoration intérieure du café est également l'œuvre de Ben, il a un sens artistique et un goût irréprochable. Comment ces qualités sont-elles apparues chez un enfant issu d'une famille d'alcooliques, c'est un mystère. Ben a décoré les murs du salon des visiteurs avec ses peintures. Il dessine joliment depuis l'enfance, au fil du temps, son talent n'a fait que croître. Malgré un budget minimal au départ, Ben réussit à créer une atmosphère particulière dans le café, raffinée et attrayante. Il savait exactement quel type d'intérieur attirerait les visiteurs. Les clients ont été attirés immédiatement, car à l'époque, il n'y avait pas de concurrence de ce type dans leur ville. Aujourd'hui, les nouveaux arrivants ont plus de mal, et Urban Legend se distingue favorablement des autres établissements par son environnement intéressant. Les visiteurs aimaient y passer du temps. Lorsque les premiers bénéfices sont apparus, les amis ont décidé d'un commun accord d'investir dans le développement de leur entreprise. Le travail prenait des jours et des nuits, nous devions nous inquiéter et prendre des risques, mais cela en valait la peine. Fred et Ben se faisaient entièrement confiance, ils étaient les personnes les plus proches sur Terre, malgré la présence des parents. Leur entreprise commune, malgré les prévisions, n'a pas détruit leur amitié. Les jeunes hommes d'affaires s'en sortent bien. Bientôt, le café se transforme en restaurant, qui gagne en popularité dans la ville. Des invités de marque, des célébrités locales, des riches et des entrepreneurs, commencent à venir les voir. Le profil de l'établissement évolue rapidement, ce qui se répercute évidemment sur les bénéfices. Bientôt, Fred et Ben ont pu acheter de beaux appartements et des voitures de luxe. Ils peuvent désormais s'offrir des vacances à la mer et de beaux vêtements. Tout cela correspond exactement à ce dont ils rêvaient lorsqu'ils étaient enfants. Mais il y a aussi des problèmes. Les concurrents ne se sont pas endormis et ont commencé à réserver de mauvaises surprises à leurs amis hommes d'affaires prospères, rumeurs d'empoisonnement dans le restaurant, incendie des dépendances ou menaces au téléphone. Tout le monde ne supporte pas que la légende urbaine prenne la première place, faisant de l'ombre à d'autres établissements similaires. C'est pourquoi, lorsque Ben a soudainement disparu, Fred a immédiatement décidé qu'il s'agissait de l'œuvre de personnes malveillantes. Il le signale à la police, où il se rend dès qu'il se rend compte que son ami a disparu sans laisser de traces. La police a interrogé les suspects pendant un certain temps, perdant des jours et des semaines précieux. Ce n'est que plus tard, alors que les médias avaient déjà lancé un avis de recherche sur Ben, que Fred a été contacté par une jeune femme. Elle a appelé le numéro de l'annonce des personnes disparues et a déclaré avoir vu Victor la nuit de sa disparition. Fred se rend immédiatement chez cette Sharon. Et elle lui a dit la vérité. J'ai pris un taxi pour rentrer du club ce soir-là, mais j'ai décidé d'économiser de l'argent et je suis rentré à pied. Ce n'était pas la décision la plus intelligente, mais que peut-on penser d'une jeune fille de 17 ans? C'est ainsi qu'elle a commencé son histoire. Alors qu'elle rentrait chez elle, près du talus, elle a été abordée par des types qui étaient ivres et voulaient continuer la soirée. Elle a rapidement compris qu'elle était en danger et a même perdu la voix de peur. Des images horribles de l'avenir défilaient dans son esprit, et les hommes étaient déjà en train de l'attraper, de la saisir brutalement et de rire aux éclats. Sharon tremblait comme une feuille, pensant qu'il était inutile d'espérer de l'aide à cette heure tardive. Mais elle se trompait. Heureusement, Ben était lui aussi sur le chemin du retour.
Après s'être assis au bar, il prit son temps, profitant de la fraîcheur de la nuit. Il était toujours sorti avec Fred, mais maintenant il avait sa propre famille, une femme, une ancienne serveuse, et un bébé en route. Ben et lui avaient convenu qu'il serait le parrain du premier-né. Il n'était pas dans sa nature de passer à côté du malheur des autres. Fred a toujours su que son ami était un vrai personnage. « As-tu toujours été comme ça ?» Fred a souri. « Je ne peux pas imaginer que tu ferais quelque chose de différent. » Ben n'a pas hésité à se battre avec la foule. Sharon est horrifiée de voir son sauveur prendre coup sur coup. Néanmoins, Ben n'a pas reculé. Le gamin était en pleine forme, grâce au karaté qu'il avait commencé à pratiquer lorsqu'il était devenu indépendant. Dans son enfance, il n'a pas eu cette chance, mais aujourd'hui, il peut réaliser son rêve et montrer sa force et son agilité. L'un de ses agresseurs, qui tenait Sharon fermement, a soudain desserré son étreinte et s'est précipité pour aider le sien. Ses assaillants étaient manifestement sous le choc de voir Ben s'approcher d'eux de manière aussi inattendue. Sharon décida de ne pas attendre l'issue du combat et de s'enfuir rapidement dans les rues endormies de la ville. Pendant qu'elle s'enfuyait, elle a remarqué qu'un de ses agresseurs avait frappé Ben à la tête avec une bouteille et qu'il s'était effondré sur le sol. Pourquoi Sharon n'a-t-elle pas appelé la police ? Elle était effrayée et en état de choc. Elle est retournée au dortoir et est restée silencieuse. Il lui semblait que tout ce qui s'était passé n'était qu'un mauvais rêve. Mais tout a changé lorsqu'elle a vu l'orientation avec l'image de l'homme qui avait risqué sa vie pour la protéger de l'attaque. La jeune fille est rongée par sa conscience. Après tout, son témoignage pourrait peut-être aider à retrouver Ben. Fred, en entendant son histoire, s'est immédiatement rendu à la police, où Sharon a raconté tout ce qu'elle savait. La police a alors une nouvelle piste. Selon toute vraisemblance, Ben aurait pu mourir cette nuit-là et son corps aurait été caché par ses agresseurs. Bien qu'ils aient pensé que les agresseurs auraient pu le jeter dans la rivière pour faire croire qu'il s'était noyé, les plongeurs n'ont jamais retrouvé le corps. Fred ne pouvait se résoudre à l'idée de perdre son ami. Même après avoir appris de ses agresseurs que Ben était vivant lorsqu'il a été jeté dans la rivière, il a continué à espérer. Ben ne revenait pas, et cela pouvait signifier n'importe quoi, tant qu'il était en vie et qu'on le retrouvait. Comme Fred l'avait fait, tous les amis aimants le feraient. Acceptant la théorie de la perte de mémoire, jugée trop cinématographique, il poursuit ses efforts pour retrouver Ben, malgré le désintérêt de la police. Il engagea des enquêteurs privés. Même si cela ne donnait aucun résultat, il pouvait au moins se dire qu'il avait fait de son mieux. La vie, comme elle le fait souvent, a mis les choses en place. L'entreprise devait être maintenue et développée, et l'arrivée de la paternité a donné un nouveau sens à la vie de Fred. En appelant son fils Ben, il a gardé le souvenir de son ami vivant, et c'était peut-être une sorte d'espoir tranquille qu'un jour ils se rencontreraient. C'est alors que l'incroyable se produit. Fred, en regardant l'homme avec la cicatrice familière et les souvenirs de son enfance, n'a pas pu contenir son excitation. C'était Ben, l'homme qu'il cherchait depuis si longtemps. Le terrain de camping, les marches ensoleillées, cela sonnait comme une clé vers le passé pour un ami qui avait perdu la mémoire. C'étaient les mots qui pouvaient le ramener le monde entier qui semblait perdu à jamais. La vie, parfois, écrit des histoires aussi bien que n'importe quel film, remplissant l'espace de souvenirs et d'émotions d'une puissance incroyable. Et même si tout est confus et effrayant, cela reste la vie, mystérieuse, ambiguë, mais d'une beauté si envoûtante. Ben s'inquiétait des vacances qui n'avaient jamais eu lieu, et maintenant ses souvenirs, profondément enfouis dans les recoins de sa mémoire, lui revenaient. Fred, en regardant son ami plongé dans l'excitation, trouve une raison de sourire. Maintenant que tout s'était miraculeusement arrangé et que son ami était revenu, Fred trouvait des réserves intérieures de joie. « Tu seras le parrain maintenant, » dit Fred avec un sourire sur les lèvres. « J'ai pris mon temps, comme je le savais. Avec Anna, c'est vrai, ma femme a insisté. Mais tu devais être le seul à être parrain. Le moment est venu. Ce sont des moments comme celui-ci qui vous font oublier tous les doutes. Tout ce qui compte maintenant, c'est le bonheur d'une nouvelle rencontre, l'occasion de partager l'événement joyeux avec celle qu'il considérait comme perdue. Et voilà, la vie a encore fait un miracle, la possibilité d'être important pour quelqu'un, d'être parrain ou marraine, d'être nécessaire, d'être proche.